Je sais pas si je vais le mettre parce que comment je comme ça. Combien 4000, je crois 4499. Ouais, c'est ça. C'est Ferrari.
poser l'essence au carburateur déjà. Ah, je sais plus, il y a une technique pour faire démarrer des moteurs qui n'ont pas tourné pendant longtemps. Mais... Là, je sais plus. On va juste faire comme ça. Bon, tiens, lui, on va voir s'il démarre aussi. Il est à combien? 13 492. Bon, ben voilà. Donc voilà, après 2 semaines, même plus de 2 semaines, là ça fait 18 jours qu'on est parti même. Enfin on est parti pendant 18 jours. Ça sera d'ailleurs un carnet de voyage qui sortira si je me dépêche fin août.
Ouais, bon, il y a un début quand même. Il n'y a que le début, quoi. Salut! Alors aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est le 6 juillet, donc ça fait 2 jours que j'ai tourné le début de la vidéo où je suis en train de démarrer les motos et tout. Et en gros, je vais vous expliquer, ça fait plus de 2 semaines que je les ai pas démarrées parce que je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances en Corse, normalement. Voilà. Pendant 18 jours précisément. Enfin, on était 15 jours en Corse, mais avec le temps de trajet, il faut compter 18 jours. Parce que, vu qu'en fait, on prend la traversée en bateau de Toulon à Bastia et puis au retour d'Ajaccio à Toulon. Et on dort dans le bateau, en fait. La traversée, c'est pendant la nuit. Donc ça dure à peu près 8-10 heures, quoi, pendant la nuit. Et la voiture, en fait, alors on peut descendre à Toulon en une journée. Il faut compter 10 heures de route. Donc oui, c'est très long. Donc ça, on l'a fait au retour. On est remonté de Toulon en une seule journée. Mais voilà, on est parti à 9 heures. Enfin, le temps de sortir du port, il était facile 9-10 heures. Parce que c'est un peu le bordel, le temps de débarquer toutes les voitures. Bon, même le bateau, en fait, il est même arrivé un quart d'heure en retard, je crois. C'était prévu pour 8h30 et il est arrivé à 8h45. Bon, ça, ok, on passe les détails. Du coup, ouais, on est sorti de Toulon, il devait être peut-être 9h30, je sais plus. Bon, fallait compter au moins 11 heures de route avec les pauses, puisqu'on s'est arrêté plusieurs fois pour manger, notamment. Vu qu'on a mangé, on a mangé à Alès le midi. Vu qu'on est passé par Alès, en fait, on a coupé par la Nationale 106, justement la fameuse Nationale 106, qu'un jour j'aimerais bien faire avec la 106. En gros, c'est une route qui va de Saint-Chély-d'Apcher, dans la Lozère, jusqu'à Nîmes, à peu près. Enfin, ça, c'est le tracé historique, en tout cas, de la Nationale 106. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, c'est une toute petite route sinueuse, entre... alors nous, on l'a pas fait jusqu'à Saint-Chély, on l'a fait de Mende, enfin de Alès à Mende. C'est une petite route assez sinueuse, hein, dans les montagnes, dans les Cévennes. Par contre, entre Alès et Nîmes, ça change du tout au tout, ça devient une autoroute là carrément. Mais vraiment quoi, c'est enfin une 4 voies où c'est limité à 110. Donc moi j'appelle ça une autoroute, mais bon j'ai quand même conduit là-dessus, même si franchement ça me fait un peu peur l'autoroute. Ça allait encore, la Nationale 106. À l'aller je l'ai pris aussi, j'ai fait, j'ai conduit jusqu'à Nîmes, j'ai même conduit dans Nîmes où il y avait des ronds-points à 3 voies. Mais vraiment, dans l'anneau, il y a 3 voies. Je sais pas si vous connaissez ça, mais à Toulon, en fait, il y a une autre spécialité, c'est qu'à Toulon, les ronds-points, il y a des feux au milieu des ronds-points. À toutes les sorties, là. Ça, c'est déjà bizarre. Et à Nîmes, les ronds-points, en fait, il y a 3 voies. Alors moi, j'ai toujours appris un rond-point avec 2 voies, où si tu vas à plus de la moitié du rond-point, tu te mets dans l'intérieur. Et si tu vas à moins de la moitié du rond-point, tu te mets dans l'extérieur. Mais à Nîmes, il y a 3 voies dans le rond-point. Alors tu te mets où du coup si tu veux tourner? Bon voilà, ça c'est un beau bordel. Donc voilà. Et même conduire dans Alès, c'était pas facile d'ailleurs. C'est une ville d'à peu près 40 000 habitants quand même, donc c'est assez important. C'est la 2e ville du Gard, après Nîmes. Donc voilà. Mais sinon ça allait. Et donc on est parti, en fait on a fait une étape, on est parti le 16 juin, le soir du 16 juin, donc dans la nuit du 16 au 17, on a fait une étape à Sévérac-le-Château, parce qu'on connaît les gens qui habitent là-bas, donc voilà, on a fait une étape chez eux. Au début on devait même prendre un hôtel à Rodez ou un truc comme ça, mais finalement les gens ils nous ont dit non, bah venez dormir chez nous, hein, ça économise une nuit d'hôtel. Donc voilà, on a dormi chez eux, ils ont une grande maison en plus. Et le 17, on est reparti. Alors il y avait 2 routes possibles.
il y avait la route la plus courte, en fait, c'était 4 heures de route, tout pile, mais en passant par Montpellier. Donc voilà, bon, c'était pas forcément l'idéal. Et finalement, on voulait voir un petit peu le... Il y avait le point sublime, là où on a vu sur les gorges du Tarn, donc ça c'est dans la Lozère. Et finalement, on est descendu dans les gorges du Tarn pour manger, on a mangé à Saint-Émimie. Et ensuite, on est reparti vers la Nationale 106, justement au niveau de Florac. Si vous connaissez Florac, et ben Florac, on a pris la Nationale 106 et on est descendu jusqu'à Nîmes. Voilà. Et à Nîmes, on a refait une étape parce que c'était l'heure du goûter et qu'on a en plus retrouvé un copain à maman qui devait nous rejoindre en Corse, sauf qu'au dernier moment, il n'a pas pu parce que sa voiture était tombée en panne. Enfin voilà, il y a eu toute une histoire comme ça. Mais on l'a vu à Nîmes déjà. Après, c'est vrai que ça aurait été sympa de le voir en Corse. Je crois qu'il nous avait déjà rejoint il y a 3 ans d'ailleurs, hein, quand on était venu en Corse il y a 3 ans. Lui, il était sur Ajaccio et il était monté nous rejoindre au niveau de l'île Rousse. Donc voilà. Et ensuite, effectivement, direction Arles, Salon de Provence, Aix-en-Provence. On passe pas par Marseille, en fait. On passe au-dessus, on contourne Marseille. On passe par Aix-en-Provence et ensuite on descend sur Aubagne et jusqu'à Toulon. Tout ça par l'autoroute. Les autoroutes, il y a l'A54, la Nationale 113, l'A50, je sais plus exactement tout ça. Mais voilà, on descend par les autoroutes jusqu'à Toulon. D'ailleurs, apparemment, ces autoroutes-là sont plutôt chères en plus. Mais bon, c'est pas grave. Effectivement, descendre jusqu'à... aller en Corse, c'est déjà une sacrée expédition parce que faut compter au moins 2 jours de trajet, 3 jours, même si nous, on l'a fait en 3 jours à l'aller, on est remonté en 2 jours au retour. Tout ça, ça sera détaillé dans un carnet de voyage qui sortira alors. Vous avez sans doute vu le premier carnet de voyage sur la Corse, donc ça c'était mon séjour en 2021, il y a 3 ans. Et ensuite, il y aura celui de 2024 qui sortira au mois d'août, je pense. Je vais pas mal vous faire voyager cet été, hein, comme je l'ai dit dans la description d'ailleurs de la vidéo sur la Corse en 2021. J'avais dit que j'allais pas mal vous faire voyager cet été. Parce que j'ai, je sais plus, 7 carnets de voyage à rattraper des 3 années précédentes. Et comme, ouais, c'est ça, en général, il y en a au moins 2 par an, des carnets de voyage. En fait, c'est tous mes séjours en vacances que je fais et que je vous publie parce que en même temps, j'aime bien vous faire découvrir un peu des trucs, vu que, en général, on va vers les endroits un peu méconnus et que j'aimerais bien que ça soit pas trop connu. Donc, j'en profite pour l'instant, j'ai que, entre guillemets, 300 abonnés, donc ça va pas amener le rush dans ces régions-là, j'espère pas en tout cas. Mais voilà, la Lozère c'est pas mal, c'est déjà assez touristique la Lozère. Je suis sûr qu'il y a plus de touristes que d'habitants parce qu'il n'y a que 75 000 habitants, c'est le département le moins peuplé de France. Et apparemment j'avais vu que l'été c'est plein de touristes, par contre en dehors des saisons c'est assez calme en fait la Lozère. Donc je vise toujours la Lozère. D'ailleurs, au retour, je suis tombé sur un village qui avait l'air plutôt sympa. C'est Saint-Beauzile, juste en dessous de Mende, à côté de Mende. Mende, c'est la capitale de la Lozère, avec 12 000 habitants. C'est la seule ville, en fait, de la Lozère, puisque toutes les autres comptent moins de 5 000 habitants. Donc, enfin, en Lozère, il n'y a qu'une quinzaine de communes qui dépassent les 1000 habitants. Et... en fait, 1000 habitants, c'est considéré comme une grande ville en Lozère. Hein. C'est vraiment important, quoi. Même Nasbinal, qui compte 600 habitants, en fait, c'est considéré comme une commune assez importante, on va dire. Et puis Lacanourgue, Lacanourgue, c'est une grande ville. Hein. Il y a 2000 habitants à Lacanourgue. Pour le coup, c'est une grande ville, Lacanourgue. Saint-Émimie, c'est pareil. Saint-Émimie, il y a 500 habitants, je crois. C'est une commune assez importante et c'est surtout très touristique l'été avec les gorges du Tarn et aussi le fait que le village est classé dans les plus beaux villages de France. Donc voilà, forcément, ça fait que c'est un village assez touristique. Et nous, on a mangé à Saint-Émimie là, le midi du 17 juin, dimanche 17 juin, je crois. Non, c'était un lundi. Ouais, dimanche 16, c'était lundi 17. Et ensuite, effectivement, on est arrivé à Toulon le soir du 17, on a dormi dans le bateau la nuit du 17 au 18 pendant la traversée, et on est arrivé en Corse le matin du 18 à Bastia, du coup, voilà.
Tout ça, vous verrez ça dans les carnets de voyage, ça sera l'épisode 9, je crois, des carnets de voyage. Donc vous voyez, je vais en rattraper 6 là, puisque là, je viens de sortir l'épisode 3. Bon, il n'est pas sorti à l'heure où je parle, mais il sort dans 2 jours. Donc au moment où cette vidéo sortira, il sera sorti. Donc voilà, les nounours. Il y avait aussi Sidonie et Rosélia. Alors Sidonie et Rosélia, pour le coup, elles sont corses d'origine. Enfin, c'est moi qui dis ça. Donc du coup, moi je dis qu'elles sont restées en Corse. Et Rosélia, qui a 23 ans déjà, elle va se marier en septembre déjà, ouais. Avec un certain Georges Pinoli. Donc voilà, elle va se marier en septembre, Rosélia, à 23 ans. Comme Sidonie qui s'était... elle s'est pas officiellement mariée, mais elle s'est unie de bonne heure avec un certain Rémi, ou Ratatouille. Ils sont ensemble depuis 1998, je crois. Donc Sidonie, elle avait même pas 22 ans à l'époque. Si, 22 ans, depuis 99, ils sont ensemble. Et Sidonie, elle est devenue maman à 24 ans, donc tu vois, c'est assez jeune aussi. Donc oui, ils sont partis en Corse aussi. Ensuite, on y est resté donc du mardi, c'était pendant 15 jours, du mardi au mardi, du mardi 18 juin au mardi 2 juillet. Et le 2 juillet, du coup, on est descendu sur Ajaccio, puisque le bateau il se trouvait à Ajaccio cette fois-ci, pour remonter à Toulon. D'ailleurs, finalement, je me suis rendu compte que Toulon-Ajaccio, c'était plus ou moins le meilleur compromis de traverser, parce que, en fait, Toulon-Bastia, c'est plus long, puisqu'il faut contourner tout le Cap Corse et tout ça pour aller vers Bastia. Et en fait, la Corse, c'est beaucoup plus près de l'Italie, c'est sous l'Italie. La traversée la plus courte, je pense que ça doit être Livourne-Bastia, en fait, en partant donc depuis Livourne en Italie, dans la région de la Toscane. Et tu arrives à Bastia. Là, je pense, tu le fais dans la journée, je pense, cette traversée-là, à mon avis, parce que c'est vraiment le plus court. Sinon, on peut faire certainement Gênes-Bastia. Maman, elle avait dit, en fait, s'il faut aller à Gênes, faut passer par la route des Alpes, en fait, en passant par le tunnel du Fréjus. Donc, en passant par là où on va en Savoie, en fait, Saint-François-Longchamp. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un précédent carnet de voyage. Mais on continue l'autoroute jusqu'au tunnel du Fréjus et ensuite on descend à Gênes. Mais ça, je pense qu'on le fera jamais, en fait. C'est mieux de... Le meilleur compromis, je pense que c'est Toulon, finalement. Parce qu'avant, je crois qu'au tout début, on faisait Nice-l'Île-Rousse. Depuis la France, c'est la plus courte traversée, je crois, Nice-l'Île-Rousse. Mais par contre, c'est loin en voiture, quoi. Nice, c'est assez loin. Et puis Gênes, c'est encore plus loin, et Livourne, c'est encore plus loin. Donc, non, on fait désormais Toulon-Bastia ou Toulon-Ajaccio, c'est plus simple. Donc on est revenu en un seul jour. On est parti de Toulon à 9 h à peu près, on va dire. On est rentré, il était 21 h. Donc ouais, c'est ça, ça fait 12 heures de trajet en tout, en comptant les pauses. Après, on n'a pas pris le plus rapide. Le plus rapide, c'était en remontant, je crois, par Saint-Étienne. Il faisait même pas passer par Lyon, il faisait passer par Saint-Étienne, en coupant un petit peu au sud de Lyon. Puis rejoindre Clermont-Ferrand après, et puis voilà. Ça faisait, je crois, 8h, 8h30, un truc comme ça. Mais nous, on a pris le trajet, on va dire, intermédiaire en prenant... au lieu de faire que de l'autoroute, en fait, on a pris de Nîmes jusqu'à... à peu près vers Mende, là où l'autoroute A75 elle passe dans la Lozère. Je sais plus où c'est au-dessus de la Canourgue, Chanac, tout ça. On a pris la nationale 106, puis un bout de la nationale 88 entre Mende et puis l'autoroute. Enfin, on n'est même pas passé par Mende en fait, hein. On passe un petit peu à côté. Mais voilà. On est passé par Balsiège. C'est à Balsiège qu'il y a le croisement des deux routes en fait, la 88 et la 106. Et ensuite on remonte sur la nationale, enfin sur l'autoroute A75, puis l'autoroute A71 jusqu'à Saint-Amand-Montrond. Et à Saint-Amand-Montrond, on sort, on passe par les petites routes jusqu'à chez nous, là en Indre-et-Loire. Donc c'est le meilleur compromis, je trouve. On est toujours passé par là pour aller vers l'est, on va dire. On est toujours passé par la route de Levroux, Saint-Amand-Montrond, tout ça. Issoudun, oui, on passe par Issoudun aussi. Et on est rentré à 21 h. Ensuite, j'ai tourné le lendemain le démarrage de mes motos, enfin de mes véhicules, quoi, la 106,
la XTX, le Kisby et le quad qui veut plus démarrer, je sais pas pourquoi, mais bon. Faut sérieusement qu'on s'en occupe de ce quad là, je sais pas ce qu'on fait, moi je sais plus, je suis désespéré. Donc voilà, cet été j'ai décidé de vous faire voyager. Alors est-ce que je vous dis les différents carnets de voyage qu'il va y avoir? J'ai envie de garder un peu de la surprise quand même. Que voilà, il va y avoir certainement d'autres vidéos. Il va peut-être y avoir des chansons aussi qui vont sortir, quelques-unes en juillet et août. Donc voilà, on en est là. Sinon, forcément, en cet été, là, ce week-end, justement, on est le 6, samedi 6 juillet, et dimanche 7, du coup, il y a apparemment beaucoup de trucs dans la région, et notamment des rassemblements automobiles ou des trucs comme ça. Il y a le 7 demain, donc il y a Bolide en fête à Sainte-Maure. Tiens, je pense qu'on va y aller. On y avait déjà été l'année dernière, c'était, je sais pas, aux alentours du 1er juillet, c'est le premier dimanche de juillet, j'ai l'impression. Sinon, quand on était parti, il y avait un truc à Chinon aussi, avec des voitures, mais du coup, on n'y a pas été, on y a été l'année dernière. Tout ça, je pense que vous le verrez dans une vidéo, alors ça sortira dans mes carnets de voyage, même si c'est pas vraiment un carnet de voyage, mais voilà. Tous les rassemblements automobiles que j'ai vus depuis que j'y vais, c'est-à-dire début 2023, avril 2023, ça devait être ça les premiers. Pour l'instant, j'ai pas trop de vidéos prévues, même si j'en ai toujours trop en stock, mais bon. Voilà, j'ai envie de passer des vacances assez cool, ou du moins, enfin, ce sera pas trop des vacances parce que je ferai quand même un peu mon travail, mes vidéos et tout ça. Je prévois déjà de repartir en septembre, je sais pas où, je sais pas trop combien de temps. Je pense que la destination la plus facile, ça sera chez mes grands-parents, dans le Loir-et-Cher justement. Et sinon, normalement, je passe le permis moto cet été, donc voilà, j'en suis déjà à 14 heures, je crois. Et l'auto-école, elle m'avait proposé, j'avais pas du tout compris au début, elle m'avait proposé 6 heures la même journée, enfin pas la même journée, mais 3 jours de suite. 6 heures, 3 jours de suite, puis de passer l'examen du coup le 11 juillet. Voilà. Donc en fait, elle voulait me le faire passer plus vite que prévu, sauf que moi, j'avais jamais fait de la route encore, j'ai fait que du plateau. Et surtout, elle me demandait de venir à 6h30 à Chinon, donc pas tout à fait à côté, c'est à 40 minutes de chez moi, quoi, pour... voilà, donc bon, moi j'ai gentiment dit, je me lève pas avant 7h et je peux pas sortir de la maison avant 7h30, quoi. Donc voilà, quoi. On verra ça si on peut le passer à un autre moment, mais bon. Du coup, tant pis, moi je me voyais le passer au mois d'août, surtout après... J'espère juste que je vais l'avoir parce que j'ai l'impression que... Mais elle me décourage à moitié aussi, alors c'est bon, moi je l'écoute plus au bout d'un moment. Hein. C'est bon, toutes les mères qui protègent beaucoup trop leurs œufs, là. Je suis plus un œuf, maintenant je suis un poussin assez expérimenté. Donc voilà, il va y avoir certainement ça cet été. Peut-être quelques vidéos de moto, de quad, je sais pas trop. Et puis là, pendant les vacances, j'avais envisagé de créer le ranch de ma Yamaha. Bon, le ranch de ma Yamaha, c'est quoi? C'est un lieu de refuge. C'est vraiment ce que j'aurais écrit sur le portail. Le ranch de ma Yamaha, lieu de refuge pour véhicules motorisés. Moto, quad, trimoto, motoneige, motomarine, buggy, voiture. Et à peu près tout ce qui a un moteur, un vrai moteur, quoi. Voilà. Même, on va dire, si on veut, les tondeuses, les motoculteurs, tout ça, ça peut éventuellement être admis au refuge, bien sûr. Tout ce qui a un moteur thermique, en gros, voilà, c'est admis au refuge. Et donc voilà, ça serait plutôt une association, un club, ce qu'ils appellent une association de loi 1901, je crois, un truc comme ça. Un club de passionnés, sinon. Mais pour ça, il faut en trouver d'autres, des passionnés, alors que j'ai un peu l'impression d'être le seul au monde, moi. Donc, si vous pouviez vous réunir un petit peu, ça serait bien. Mais j'ai en tête le portail, là, c'est venu quand j'étais en Corse, parce que, je sais pas,
Après, le ranch de ma Yamaha, ça reste un nom un peu provisoire, mais je trouve que ça sonne bien. Voilà. Et pour l'instant, je sais à peu près où l'installer. Ça sera soit chez moi, ici, soit une nouvelle adresse qui sera tenue secrète aussi, parce que pour l'instant, je crois qu'on ne l'a pas encore. Mais on s'est lancé dans un nouveau projet, une nouvelle maison d'ici fin juillet, je crois. Enfin, on l'a fin juillet normalement. Alors, on ne l'a pas acheté cher, mais il y a beaucoup de travaux à faire, quoi. Donc, les travaux, ça, je pense qu'il y aura beaucoup qui sera fait par des artisans et ça sera fait, on se donne à peu près un an pour le faire. Voilà. Donc, est-ce que c'est là que je vais mettre mon ranch? Je sais pas trop parce que l'endroit, c'est pas ce qui me fait le plus envie. Après, c'est vrai que c'est une maison qui est un peu cachée de la visibilité quand même. Un peu au milieu de nulle part. Et en même temps, il y a grand terrain, quoi. Il y a un grand terrain et la maison, en fait, elle est cachée au... On la voit pas vraiment de l'extérieur, mais en même temps, elle est de l'autre côté par rapport à la route, en fait. Elle est contre des champs. Elle est dans des champs. Et par contre, la route qui y va, elle est cachée entre des maisons, en fait. Enfin, c'est même pas une route, c'est un bout de chemin qui va à la maison. C'est vraiment bizarre, mais c'est la campagne en même temps, hein, voilà. C'est la campagne, mais en même temps, c'est accessible depuis un hameau avec pas mal de maisons. Alors, c'est ça ce qui est assez insolite. Mais voilà. Après, on reste... c'est toujours... c'est pas très loin, c'est toujours dans les environs de Sainte-Maure. Un peu paumé au milieu de nulle part. Hein, par rapport à moi qui suis... enfin, la maison de mes parents, du coup, qui est pas très loin d'un village. Moi, pour le coup, je suis vraiment au milieu de nulle part. Mais je sais pas, je vais peut-être y aller quelques semaines dans l'année, on verra. Puis après, le projet 2029, comme je l'avais appelé, puisque c'est cette année-là que je pensais m'installer. Alors, au début, c'était en Savoie. Ensuite, ça a été, je sais pas trop, divers endroits. Avant finalement que je pense me pencher sur la Lozère, parce que ça a l'air pas mal, franchement. Il n'y a pas grand monde, certes, mais c'est pas... Ce que je recherche, justement, c'est de la vie, des petits villages, des villages chaleureux, en fait, avec la chaleurosité des habitants, et pas un village où tout le monde est envieux des autres et tout ça. Alors ça, forcément, je le sais pas à l'avance. Je peux pas le savoir à l'avance avant d'avoir d'avoir séjourné dans le village. Mais je pense avoir flashé sur le village de Nasbinals, ou Nasbinal, je sais pas comment on dit vraiment, situé dans le nord-ouest de la Lozère, à la frontière entre l'Aveyron et le Cantal. Donc voilà, sur le plateau de l'Aubrac, pour ceux qui connaissent le plateau de l'Aubrac, hein, avec ses vaches et tout ça. Non mais c'est tellement cliché, quoi. De toute façon, n'importe quelle région un peu rurale de France, c'est connu pour les vaches. Je sais pas pourquoi, mais il y a surtout beaucoup d'agriculture, en fait. Il y a un peu d'élevage, mais il y a surtout beaucoup d'agriculture. Par chez moi, il y a beaucoup de champs à perte de vue, du blé, du colza, du maïs, du tournesol, quoi. Il y en a à perte de vue. Apparemment, j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs que ma région, donc la région Centre-Val de Loire, c'était le premier producteur français de colza. Et c'est vrai que ça m'étonne pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup autour de chez moi, surtout cette année où tout le monde a fait du colza, je sais pas pourquoi. Ça tourne, en général ça tourne tous les ans, on plante jamais la même chose 2 années de suite, mais cette année c'était l'année du colza bizarrement. Mais sinon, ouais, j'ai l'impression que il y a toujours, tous les ans en fait, il y a une culture qui domine et tous les ans ça change. Moi je suis dans une politique en quelque sorte de produire soi-même son jardin en fait, un peu. Et j'avais envie un peu de vous partager d'ailleurs un peu mes vlogs, ma vie quotidienne, mais ça sera pas pour tout de suite, je sais pas quand je le ferai, mais voilà. Ne serait-ce qu'une journée dans ma vie par exemple, je trouvais que ça serait cool de faire une vidéo comme ça. Dites-moi si ça vous plaît parce que j'ai l'impression que sur 291 abonnés, vous n'êtes que 20 à regarder mes vidéos, même pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, pourquoi j'ai presque 300 abonnés alors que j'ai très peu de vues par vidéo. Je comprends pas ça par contre. Où est-ce qu'ils sont passés? Pourquoi ils sont là les 300 abonnés alors? Parce que là je vois qu'on arrive à peu près aux 300 abonnés. Mais par contre,
Je me souviens, il y a 2 ans à peu près, puisque c'était il y a 2 ans que j'ai lancé ma chaîne, j'avais dit, j'aurais aimé créer en quelque sorte une communauté d'à peu près 300 personnes qui sont passionnées des mêmes choses que moi, c'est-à-dire les véhicules motorisés, les motos, les quads, les motoneiges et tout ça. Alors j'en ai quelques-uns quand même dans mes abonnés hein, qui sont passionnés de ça. Après c'est impossible de savoir. Moi-même je suis abonné à quelques chaînes, je peux vous dire par exemple Passion Mécanique. C'est une chaîne belge qui est plutôt spécialisée dans les tracteurs tondeuses, je crois. Ouais, surtout les tracteurs tondeuses. Alors, il s'y connaît bien, moi je connais pas trop, mais il y a les Wheel Horse, les... Wheel Horse, je connaissais pas du tout, mais j'ai découvert avec cette chaîne. Non, moi par exemple, j'ai un Tecumseh Yard Machine. Pareil, hein, je connais pas trop, j'ai juste lu ce qu'il y avait écrit dessus, quoi. C'est un moteur 691 cm3, bicylindre en V, comme ça, avec vilebrequin vertical. Donc c'est un moteur quand même assez gros, assez puissant. Sinon, moi j'adore effectivement tout ce qui est démarrage manuel, en fait. Le démarrage au lanceur, à la corde, donc comme ce qu'il y a sur les tondeuses le plus souvent, les motoculteurs. En général, c'est des moteurs de... alors le plus souvent, c'est 163 cm3. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des moteurs ont une cylindrée de 163 cm3, hein, que ce soit les Honda ou les Briggs & Stratton, je ne sais pas pourquoi. Sinon, il y a le GC135 de chez Honda aussi, donc de 135 cm3. Et tu as les Honda GX, le GX200, le GX270. Là, pour le coup, on commence à entrer dans les gros moteurs. Et le GX390, ça c'est le plus gros, donc 390 cm3. Toujours démarrage au recoil starter, comme ça. Mais effectivement, pendant mes stages, parce que j'avais fait des stages à un moment en mécanique, où il y avait ce moteur-là, effectivement... c'est un 300, presque 400 cm3, ça commence à avoir de la compression hein, pour le démarrer au lanceur, là, comme ça. Mais ça se fait en fait, hein. Si c'est bien réglé, ça démarre assez facilement d'ailleurs. Sinon, apparemment, les moteurs Honda GX, c'est beaucoup des moteurs qu'on trouve sur les karts, je sais pas pourquoi. Et oui, on dit bien un kart, puisque le karting, en fait, c'est la pratique du kart, c'est la discipline, quoi. Et tout le monde fait l'erreur, effectivement, je sais pas pourquoi, mais... Et je sais pas pourquoi ils adorent monter des moteurs Honda GX là-dessus. C'est un moteur qui est beaucoup utilisé, en tout cas. Sinon, effectivement, j'adore les démarrages manuels, mais sur même des véhicules. Par exemple, les quads, t'as certains quads qui se démarrent au recoil starter aussi. Les motoneiges, c'est pareil, hein, ça peut se démarrer au lanceur. Et par contre, pour les motos, c'est plus le démarrage au kick, mais c'est pareil, j'adore. C'est pour ça que j'ai une moto avec à la fois démarrage au kick et démarrage électrique. Mais des fois, elle démarre pas toujours, je sais pas pourquoi. Elle démarre mieux au démarreur électrique qu'au kick, bizarrement. Alors que moi, j'utilise plus souvent le kick, mais voilà. Ouais, c'est une petite 125, donc ça va, c'est pas trop dur à démarrer. Elle est même très facile à démarrer, je trouve, quand elle veut bien. Donc voilà. Et puis sinon, même le Kisby 50, bon là c'est un 50cc, et j'utilise vraiment que le démarrage au kick parce qu'il démarre vraiment très simple. Même là où ça fait 2 semaines que je ne l'avais pas démarré, il a redémarré au deuxième coup de kick parce que, en fait, à froid, il démarre toujours au deuxième coup et à chaud au premier coup. Franchement, ça démarre nickel. Un Kisby, c'est un moteur 4 temps de 49 cm3. Donc oui, ça n'a aucune puissance, mais ça fait un petit bruit sympa quand même, donc ça va. Et puis sinon, le quad, alors moi j'aimerais bien m'acheter un quad Yamaha Grizzly 350, tu vois, avec le recoil starter, donc les modèles de vers 2006 à peu près. Alors tout le monde va me dire que c'est assez ancien, mais je suis sûr que ceux-là sont en meilleur état que les plus récents. Ça dépend, après faut pas avoir fait n'importe quoi avec, mais... Les 2006 en bon état, ils ont l'air d'être pas mal et puis très simple en construction, tu vois, il y a pas grand chose dessus. Il y a une variété qui s'appelle la Yamaha Bruin. Les Yamaha Bruin, j'ai l'impression qu'en fait c'est des Grizzly 350 mais avec le nom Bruin. Produit pendant une petite série, je crois, de 2004 à 2006 par là. En tout cas, tous les Bruin que je vois, ils sont de cette époque-là.
faudrait en trouver un. À l'origine, en fait, je voulais même un Big Bear des années 80. Enfin, il a été produit de 87, je crois, jusqu'à 2002 par là, ou début des années 2000. Mais voilà. Je voulais un quad des années 80, moi, un truc bien ancien, mais en bon état, bien conservé si possible. Mais finalement, des années 2000, on en trouve beaucoup plus. On en trouve beaucoup plus facilement des quads des années 2000, donc ça serait penché là-dessus comme ça. Sinon, le recoil starter, on le retrouve aussi sur les moteurs de bateau, hein, ce qu'on appelle les moteurs hors-bord, généralement de faible puissance. Enfin, les plus petits, c'est environ 2,5 chevaux, jusqu'au moteur de 25 à 30 chevaux. Après, on passe sur du démarrage électrique. Et donc, ça se démarre au lanceur comme ça, mais avec la bobine de lanceur qui se trouve sur le haut du moteur, parce que le vilebrequin est à la verticale, en fait. Ouais, comme les moteurs de tondeuse, mais là, c'est tout simplement parce que l'axe de transmission, bah, il est à la verticale aussi. Donc, ça aurait été bizarre de faire un comme ça, là, alors qu'on pouvait mettre le vilebrequin direct à la verticale. Donc on a fait au plus simple. Et après, il y a juste un angle de 90 degrés en bas pour faire tourner l'hélice dans ce sens-là, quoi. Mais voilà. À la limite, alors justement, on a rencontré quelqu'un qui me proposait, en rigolant, de faire de la mécanique. En fait, il recrutait pour la mécanique des bateaux à Fréjus. Alors déjà, j'aurais pas été travailler à Fréjus pour le coup, c'est pas trop le coin qui me plaît. Et puis moi, effectivement, je me suis dit, la mécanique des bateaux, c'est éventuellement les jet skis, les motos marines, les motos d'eau, moi j'appelle ça aussi. Et sinon, les petits moteurs hors-bord de jusqu'à 25 chevaux à peu près, avec un recoil starter. Mais en fait, je suis pas tant que ça passionné par la marine, finalement. Enfin, les bateaux, quoi. Même si, oui, j'aime bien parce qu'il y a un moteur, mais voilà. Et sinon, pour la mécanique des bateaux, il y a peut-être plus près hein, pour s'installer, je sais pas, en Charente-Maritime peut-être. Enfin, vu que mes grands-parents habitent en Charente-Maritime, donc je pensais à ce coin-là. Surtout qu'il y a beaucoup de côtes en Charente-Maritime. Et sinon, effectivement, vers chez moi, je sais pas si plus près de chez moi, tu as des bateaux à moteur dans la Vienne ou dans la Loire peut-être, mais ça m'étonne. S'il y a une base nautique à Pouzet, c'est un petit village à côté de chez moi là. Il y a une base nautique à Pouzet, je crois. Donc pas très loin de Sainte-Maure-de-Touraine, sur la Vienne. Et du coup, tu peux faire du bateau, je crois, de Pouzet jusqu'à Chinon, voire même, je pense, jusqu'au confluent à Camp-de-Saint-Martin, au confluent avec la Loire, puisque ça rejoint la Loire, et après la Loire, elle n'est pas vraiment navigable, en tout cas pour les gros bateaux, elle est navigable, je crois qu'à partir d'Angers ou par là, enfin après Angers, mais pour les plus petits bateaux, peut-être qu'elle est navigable dès Tours, je sais plus, enfin depuis la ville de Tours, ça j'en sais rien. Après, il y a beaucoup, sur la Vienne et la Loire, il y a beaucoup de bateaux traditionnels, ce qu'on appelle les gabarres et les tout cabanés. C'est des bateaux en bois traditionnels qui qui étaient utilisés pour le commerce fluvial hein, sur la Loire et quelques-uns de ses affluents. Donc ouais, moi j'habite ici en Indre-et-Loire. Alors pour le coup, l'Indre, c'est une rivière assez petite et avec un débit qui change beaucoup, donc je crois pas qu'elle soit vraiment trop navigable. Par contre, la Vienne et la Loire, il y a de l'eau en général. Donc, même si en été, le niveau peut être bas, effectivement, et faire apparaître des bancs de sable, ça reste des fleuves quand même assez importants. Donc, il y a le Cher aussi, hein, qui traverse la région. Mais ouais, la mécanique des bateaux, ça permettrait de changer un petit peu de temps en temps, même si moi je suis originaire de la moto et du quad de base, donc et un peu plus de la motoculture parce que jusqu'à présent, les quelques occasions que j'ai eues de travailler ou du moins de faire des stages, c'était en motoculture, hein, surtout des moteurs de tondeuse. Je crois que ça embauche beaucoup dans la région, effectivement, la motoculture. Il y a beaucoup même de magasins de motoculture et apparemment les quads, c'est regroupé avec la motoculture des fois.
puisque justement notre concessionnaire de quad, ça s'appelle QC Motoculture tout simplement. Mais il y en a un aussi à l'île Bouchard, je crois. Enfin voilà, il y a plusieurs... Apparemment, la motoculture, ça embauche pas mal dans la région, plus que la mécanique moto et voiture peut-être. Alors les voitures, par contre, on dit faut pas acheter de voiture après 2000 en fait, parce que sinon c'est la merde avec tout l'électronique et tout ça. Mais par contre, une Peugeot 106, ça passe. C'est une des dernières voitures de conception simple, sans électronique superflue et tout ça. Et donc oui, j'ai fait, si vous suivez ma chaîne, j'ai fait pas mal même des gros travaux, hein, avec mon père, surtout sur la Peugeot 106, vu qu'on a changé tout l'embrayage, on a démonté la boîte de vitesse et tout, on a tout remonté. Et en fait, je trouve que la 106, limite, c'est une voiture qui est, entre guillemets, facile à démonter, en fait. Vraiment, c'est facile à démonter et à remonter, quoi. Et puis le tout dans une voiture qui fait même pas, je crois, 860 kg, c'est vraiment tout léger, quoi. C'est une voiture très légère. Et c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui, en fait. J'avais dit, la voiture de demain, en réalité, elle ressemble plus à celle d'hier, celle qu'on faisait jusque dans les années 90. C'est-à-dire une voiture simple, sans électronique superflue, légère, avec un moteur, un vrai moteur thermique, certes, mais qui consomme peu, qui consomme pas beaucoup, et ouais, une voiture légère, maniable, facile à conduire, surtout facile à démonter et remonter et à entretenir. C'est-à-dire que tu peux faire toi-même les vidanges, s'il y a une pièce à changer, tu la changes toi-même, et voilà quoi, c'est tout. C'est ça l'avenir en vrai. Et l'avenir, c'est de faire durer sa voiture le plus longtemps possible, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Comme quoi, les politiques et publicitaires, ils s'en battent les couilles de l'écologie, en fait. Hein. Ils font n'importe quoi, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, le 6 juillet 2024. J'aime bien les années, je sais pas pourquoi j'aime bien les années bissextiles, en fait. C'est pas parce qu'il y a un jour de plus, mais parce que, je sais pas, je trouve que ça tombe rond, c'est un chiffre multiple de 4, et qui du coup, c'est mieux. Par exemple, 2023, je trouvais que l'année 2023, le 23, j'aime pas trop ce chiffre, tu vois, c'est pas très équilibré, c'est pas symétrique, c'est pas... Voilà, alors que le 24, c'est divisible par 2, c'est divisible par 4, et c'est très équilibré, c'est un carré qui retombe sur ses pattes, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, j'ai une vision peut-être un peu bizarre des chiffres des fois, mais voilà. Et sinon, de mémoire, les années bissextiles, ça a toujours été des bonnes années pour moi. Peut-être à part l'année 2020, où il y a eu, pour ceux qui s'en souviennent, la pandémie, le confinement, tout ça. Mais sinon, c'était une belle année en fait. Et 2020, c'est l'année où je me suis lancé dans le quad, où je me suis passionné de quad, puis ensuite de motoneige et tout ça. En fait, les motos et les motoneiges, c'est arrivé l'année suivante, en 2021. Mais le quad, j'en suis passionné depuis 2020, à peu près. Depuis l'âge de 16 ans, donc. Oui, j'avais 16 ans en 2020. Je suis sûr que vous me croyez plus âgé, mais en réalité, j'ai que 20 ans aujourd'hui. Et pour moi, je me sens déjà vieux à 20 ans. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je suis sûr que cette vidéo-là est beaucoup trop longue. Mais c'est pas grave. Là, on va essayer de recouper un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Bisous, à plus.